Deuxième partie de 50 minutes Inside l'Actu. Maintenant, notre rubrique Une star, une histoire, consacrée cette semaine, Nikos, à la série culte Dallas. Il y a tout juste 35 ans, un certain JR et son chapeau de cow-boy débarquaient sur les écrans de télévision français. Ah mais c'est extraordinaire, JR. Vous en souvenez? Le héros méchant que tout le monde adorait détester. À chaque épisode, le public se passionnait pour les déboires de la famille Ewing dans son ranch au Texas, vous vous en souvenez? Ah bah très bien. Ah oui, il y avait tout le monde là. Il y avait Pamela, il y avait Bobby, il y avait même Brad Pitt qui jouait, un petit rôle. Pourtant, vous allez voir qu'à l'origine, rien ne destinait cette saga à devenir l'une des séries les plus suivies au monde pendant près de 15 ans. Dallas, le succès impitoyable d'une série culte, c'est un sujet de Marion Guay. Dallas, ton univers impitoyable. Il suffisait de quelques notes pour captiver l'attention de près de 445 millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a 35 ans, le phénomène Dallas arrivait en France sur les écrans de télévision. Tout le monde se souvient du fameux ranch, du sourire carnassier du méchant J.R. Ewing, de son gentil frère Bobby, de la douce Pamela et de Sue Ellen, l'épouse bafouée et alcoolique. 357 épisodes en 13 ans de production, la série Dallas est ancrée dans toutes les mémoires. Voici l'histoire du succès de la plus grande saga télévisée au monde. Retour 5 ans auparavant. À cette époque, les héros de la télévision américaine se prénomment Charles et Caroline Ingalls. La télévision à cette époque proposait des feuilletons grand public pour toute la famille, comme La Petite Maison dans la Prairie et ses histoires mielleuses qui faisaient sourire. Bon, ça a connu un succès phénoménal, c'est clair, mais il a fallu trouver d'autres thèmes de fiction. Un jeune scénariste l'a bien compris et veut révolutionner le genre. David Jacobs, 37 ans en 1976, propose une intrigue dramatique, une sorte de Roméo et Juliette des classes moyennes. Les gens de la chaîne CBS m'ont dit « On aime l'idée, mais on voudrait quelque chose de plus flamboyant. On voudrait une saga, mais pas avec des gens populaires. » David Jacobs choisit alors pour décor un immense ranch près de Dallas, le ranch de South Fork. L'intrigue met en scène une richissime famille texane qui se déchire à coups d'adultère, de mensonges et d'escroqueries. Dallas est la quintessence de la famille américaine où tous les drames peuvent arriver. Et cela sur fond de pétrole, de ranch, dans les larges paysages du Texas. Tes parents vont certainement me jeter à la porte du ranch. Mais non, rassure-toi, tu es ma femme maintenant. N'oublie pas ça. Tu es devenue une Ewing. Quand ils te connaîtront, je suis sûr qu'ils t'adoreront. Mais les premiers épisodes racontant l'histoire des deux amoureux, Bobby Ewing et Pamela Barnes, issus de deux familles ennemies, n'obtiennent pas le succès escompté. L'avenir de Dallas semble compromis. Sauf que les producteurs s'aperçoivent qu'un personnage secondaire séduit les téléspectateurs. C'est la prestation de Larry Hagman qui a fait que petit à petit l'histoire s'est tournée, s'est centrée autour de lui et du personnage de JR qui est vraiment devenu le anti-héros. À l'époque, on avait inventé ce mot-là pour parler de lui, pour parler de JR. Pour la première fois, le méchant devient donc le héros d'un feuilleton. Tu crois que je vais te laisser parler de moi de cette manière devant mes parents? Tu es une alcoolique et une mère indigne. JR est le personnage préféré et l'homme qu'on aime haïr. Plutôt je te ferai enfermer dans cet asile de dingue et mieux on se portera. Il pense sincèrement que le monde fonctionne ainsi. Détruis-les avant qu'on ne te détruise. Je voudrais que vous alliez à la banque mettre ceci dans mon coffre dès que possible. Alors vous avez décidé de cacher vos dossiers secrets au petit frère. Faites ce que je vous ai dit. C'est un homme d'affaires redoutable. Il veut garder la main mise sur tout, il veut gérer tout, sa famille, le ranch, le pétrole, etc. C'est un coureur de femmes qui, avec le fric, se croit tout permis et se permet tout. En plus de JR, un autre personnage permet à la série de s'imposer. C'est Sue Ellen, la femme trompée qui sombre dans l'alcoolisme.
C'est une victime parfaite, donc les gens ont une espèce de complaisance et de pitié pour elle. Ils l'aiment bien, la pauvre. Voilà, on la plaint, on se dit « oh là là, elle est tellement jolie et il la trompe ». Et finalement, dès la deuxième année, ils sont 50 millions d'Américains, plus d'un tiers des foyers possédant une télévision, à se délecter chaque vendredi soir des passions contrariées et des déboires de la famille Ewing. Le secret de Dallas, le public veut voir des gens riches qui sont malheureux. C'est rassurant de voir que l'argent n'achète pas le bonheur. Mama, ich will doch nicht, dass Bobby geht. Ce succès va bientôt se propager au-delà des États-Unis. La série est traduite dans 67 langues pour une diffusion dans 90 pays. Mais en France, le succès de Dallas semble plus incertain. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'était vraiment les années du libéralisme, les années Reagan, les années fric, alors qu'en France, on était au début des années 80, les années Mitterrand, plutôt de développement social et des choses comme ça. Donc ça peut paraître un petit peu antinomique avec la société dans laquelle on était. TF1 veut quand même prendre le risque de diffuser la série, mais à une condition. La musique du générique doit être remplacée. Le générique américain était pas bon du tout. Enfin, pour le goût français, c'était une espèce de grand machin pompeux, comme ils font quelquefois dans les westerns, vous savez, une espèce de gros truc symphonique. La chaîne va alors faire appel à un compositeur français qui a le vent en poupe. Jean Renard travaille déjà avec Johnny Hallyday, Françoise Hardy et Mike Brandt. Je me dis que c'est western, c'est un peu country. Le jour où je dois présenter quelque chose, j'ouvre le piano et je fais do, mi, fa, sol, do, mi, fa, sol. Voilà, ça a duré 3 secondes. Voilà comment j'ai fabriqué Dallas. Ce thème musical séduit immédiatement la chaîne. Reste alors à trouver l'interprète de la chanson. On a tous essayé de chanter le thème, puisque j'avais griffonné quelques textes pour pouvoir chanter. Et Jean Costa a essayé, le sax a essayé, mon preneur de son a essayé, j'ai essayé moi-même, mais tout le monde riait dans la cabine tellement c'était impossible. Et puis, le guitariste, un peu timide, qu'on connaissait sous le nom de Rocky, qui était sur scène avec Johnny, il me dit, si tu veux, je peux essayer. Et il avait cette voix rauque qui a tout de suite forcément plu à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a chanté Dallas. C'est le seul enregistrement qu'il a fait de sa vie. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Le 45 tours, avec la voix de Mark de Meulemester, se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce générique accrocheur et inédit va être l'un des ingrédients indispensables au succès de la série en France. Dallas, c'était le rendez-vous télévisuel du samedi soir que tout le monde, ou quasiment tout le monde, regardait. Et ça faisait partie des sujets de conversation du dimanche à midi, dans les repas en famille. Et les réalisateurs de Dallas ne vont pas se contenter de ce succès télévisuel. Le feuilleton va devenir un phénomène de société grâce à ses irrésistibles cliffhangers. À la base, c'est un terme d'alpinisme, le cliffhanger. Ça veut dire rester accroché à la paroi. Ce qui parle assez, parce que finalement, l'idée, c'était ça, c'était de laisser les téléspectateurs accrochés à l'histoire jusqu'au prochain épisode. Le tout premier cliffhanger, c'est Sue Ellen, qui est enceinte et qui a un accident de voiture. Donc la question, c'est est-ce qu'elle va garder le bébé? Est-ce qu'elle va survivre? Finalement, Sue Ellen ne perdra ni la vie, ni son bébé. Quoi qu'il en soit, ménager chaque année un suspense pendant tout l'été va devenir la marque de fabrique de Dallas. Et c'est le 21 mars 1980 que les scénaristes réussissent leur plus beau coup. Qui est là? Dans une scène qui est devenue culte et mémorable,
JR, dans son bureau, un soir, alors qu'il est tout seul, se fait abattre de 2 balles dans le corps par quelqu'un, mais personne ne sait qui. Ce mystère va rendre les fans hystériques. Les gens m'appelaient de partout dans le monde pour me demander si je le savais et parier de l'argent. Larry Hagman a passé ses vacances cet été-là en Angleterre. La reine d'Angleterre a essayé de lui faire dire qui lui avait tiré dessus. Je crois que c'est Victoria Principal aussi qui s'est retrouvée un jour dans un avion où le pilote a dit qu'il refusait d'atterrir tant qu'elle n'aurait pas dit qui avait tiré sur JR. Enfin voilà, il y a tout un tas d'anecdotes comme ça. Cet été-là, la question fait la une de tous les magazines. Mais l'identité du tireur sera jalousement préservée par les producteurs. Ils sont allés si loin pour garder leur secret qu'ils ont demandé à la plupart des acteurs de tourner une scène avec un pistolet. Il fallait dire « Prends ça, salopard de JR, tu l'as bien mérité ». Le 21 novembre 1980, les fans découvrent enfin le visage du tireur. C'est Christine, la maîtresse de JR. Mais l'homme d'affaires s'en sortira miraculeusement. Cet épisode sera regardé par 83 millions d'Américains et 10 millions de Français. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Mais l'état de grâce va bientôt prendre fin. Les producteurs doivent faire face à des problèmes qu'ils n'avaient pas soupçonnés. Plusieurs acteurs vont faire défection. Barbara Bel Geddes tombe malade. Jim Davis meurt lors du tournage de la 4e saison. Et un poids lourd du casting, Patrick Duffy, qui joue le gentil Bobby, quitte la série pour tenter sa chance au cinéma. À regret, les scénaristes sont donc obligés de tuer son personnage. C'est une catastrophe pour la série qui perd dès lors 4 millions de téléspectateurs. Le producteur me dit « Il faut absolument que Bobby revienne. Et voilà comment je vais m'y prendre. Je vais faire croire que sa mort n'était qu'un rêve. » Et je lui ai dit « C'est la pire idée que j'ai jamais entendue. » Le producteur n'en démord pas. Et le 16 mai 1986, Pamela se réveille et sort d'un rêve qui aura duré 30 épisodes, une saison entière. Elle entend le bruit de la douche. Et Bobby est là, comme si de rien n'était. Beaucoup de gens ont été déçus et on a encore perdu 10% d'audience. La saison 12 ne rassemble plus que 25 millions de résistants. Et l'âge d'or des sitcoms est en marche. Quand arrivent les années 90, les gens ont peut-être envie de voir autre chose, quelque chose de plus léger, quelque chose qui les fasse rire plutôt qui les fasse pleurer. En 1991, les producteurs décident donc de mettre fin à la saga, après avoir toutefois réussi à en faire un phénomène de société. J'aime la façon dont vous réagissez. Bon, je vous rappelle plus tard. JR est passé dans le langage courant. On dit de telle ou telle personne, c'est un JR. Mais je ne suis pas sûr pour autant que les personnages de télévision soient éternels. Mais en 2012, les producteurs ont quand même tenté de faire revivre les vieux Ewing et leurs descendants. Tu as vu JR, Bobby? Oui, je suis allé lui rendre visite cet après-midi. John Ross, tu devrais aller voir ton père avant qu'il ne soit trop tard. Désolé, j'ai rien à lui dire. C'était plus autour des enfants que des anciens personnages. C'était pas mal, mais la série n'a pas trouvé son public et n'a duré que 2 ans. Avec la mort en novembre 2012 de Larry Hagman, qui interprétait l'emblématique JR, la série Dallas ne reviendra certainement plus sur les écrans, mais elle restera gravée à jamais dans l'histoire de la télévision. Et voilà pour ça.